Alors, bonjour, professeur Nathalie Etoke. Euh, je vous rencontre aujourd'hui pour vous poser trois petites questions afin d'introduire la rencontre que nous aurons avec vous ici à Lomé le 29 juillet prochain et qui est d'ores et déjà annoncée. Donc, nous n'allons pas parler de votre merveilleux ouvrage, Nuances du Noir, que nous avons le privilège de publier aux éditions de Quilombo Publishing, mais il s'agit quand même de préparer cette rencontre et de permettre à nos amis qui viendront vous voir, vous entendre, discuter avec vous, eh bien, de découvrir un peu ce que vous faites dans la vie, qui vous êtes. Et on va faire ça de manière non traditionnelle parce que ce sera pas euh, un entretien biographique. On laisse la primeur de ces questions-là aux personnes qui viendront à la rencontre, mais quand même quelques questions sur votre travail et sur les questions sur lesquelles il porte. Donc, vous enseignez les études afrodiasporiques à CUNY, qui est l'université de la ville de New York, et j'aimerais que vous nous disiez ce qu'est cette discipline et quels en sont les enjeux de façon brève pour ceux qui ne connaissent pas les études afrodiasporiques. Alors, de façon brève, on va essayer. À l'origine, on parle de Black Studies. Donc, c'est un champ d'études qui est né dans la rue, en fait, dans le cadre des manifestations dans les années 1960, le contexte des droits civiques, Black Panthers, etc. Les étudiants noirs américains revendiquaient la présence d'un champ d'études ayant trait à leur expérience, à leur culture, à leur présence, à leur devenir historique, non seulement aux États-Unis, mais également à travers le monde. Donc, c'est l'origine de cette discipline. Mais par la suite, il y a eu différentes transformations au niveau de la terminologie. Mais comme on a dit qu'on allait faire court, les études afro-diasporiques, c'est des études qui se focalisent sur l'expérience, l'existence, les cultures, l'histoire, le présent et le devenir historique des populations africaine sur le continent et dans la diaspora. Et c'est un champ D'accord? fondamentalement interdisciplinaire. Mhm. Euh, mais d'une manière générale, il s'agit également de décentrer la perspective européenne. C'est le regard que les populations d'ascendance africaine portent sur leur présence dans le monde. Et c'est un regard fondamentalement critique, par exemple, des questions ayant trait au capitalisme ou même à la question de l'humain, vu que nous sommes issus de populations qui ont été historiquement déshumanisées. Donc, c'est un champ d'études qui est fondamentalement critique et orienté vers des transformations sociales concrètes. D'accord. Et quand vous dites qu'il est pluridisciplinaire, ça veut dire qu'il peut croiser, par exemple, quelle discipline parmi celles connues de tous? D'une manière générale, c'est récemment qu'il y a eu des doctorats en Africana Studies. D'accord? A priori, tous les premiers enseignants étaient formés dans des disciplines dites traditionnelles. Anthropologie, sociologie, littérature, philosophie, tout ce que vous voulez. Mais par la suite, c'est le regard spécifique que ces personnes ont porté sur leurs expériences. Donc, moi, j'ai une formation, par exemple, j'ai un doctorat en littérature française. Mais même déjà, le titre est ce qu'on appelle en anglais misnomer. Ça, c'est une mauvaise représentation de mon champ académique parce qu'en fait, j'ai étudié c'est la littérature française, mais en particulier la littérature subsaharienne d'expression française. Mais par la suite, j'ai élargi mon champ d'études parce qu'aux États-Unis, on vous permet de faire ce qu'on appelle la théorie, ce qui est une caractéristique très vague, mais en fait, vous pouvez explorer plusieurs disciplines. Donc, quelle est la question que vous choisissez d'explorer et quelles sont les disciplines que vous allez utiliser? Donc, vous pouvez croiser plusieurs disciplines. Récemment, dans mon travail, par exemple, j'utilise beaucoup la philosophie existentialiste noire, mais je n'ai pas une formation de philosophe, même si certaines personnes me qualifient de philosophe aujourd'hui. Mais c'est la flexibilité du champ d'études de Africana Studies qui vous permet de faire ça. Donc, Africana Studies et études afrodiasporiques en français, c'est le même champ C'est le disciplinaire. même champ, exactement. Voilà. Alors, selon vous,
Un tel enseignement devrait-il être dispensé en Afrique s'il ne l'est pas, il concerne principalement les populations afrodescendantes. Exact, sur le continent et dans la diaspora. Oui, elle devrait être enseignée, mais le problème, c'est que nous héritons des structures universitaires coloniales. Donc, nous sommes encore prisonniers d'une certaine approche par discipline. Il faudrait peut-être, ou peut-être qu'il y a des gens qui le font déjà dans le cadre des disciplines traditionnelles, Mhm. mais elle devrait être enseignée, mais c'est plutôt le regard qu'on pose sur ce qu'on enseigne. C'est moins la discipline, en fait. Quels sont les outils théoriques que l'on utilise et quelles sont les questions qu'on se pose par rapport à notre environnement, par rapport à notre univers de référence. Si on est prisonnier de certains paradigmes qui nous obligent à nous penser à travers les autres, ça pose problème. Donc, même si on n'emploie pas le mot Africana pour décrire ce qu'on fait, ce qui importe pour moi, c'est le regard qu'on porte sur ce que nous sommes ou ce que nous étions et ce que nous allons devenir en dehors des cadres eurocentrés traditionnels. Par exemple, il y a ce qu'on appelait en France les africanistes. Pour moi, les Mhm. africanistes ne sont pas African Studies parce que Pourquoi? c'était souvent des Occidentaux qui portaient un regard spécifique sur l'Afrique et un regard extérieur aussi. Mhm. Il s'agit de se penser par soi-même à partir de son espace. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas lire des auteurs occidentaux, c'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. De dire, mais on n'est pas seulement un objet de pensée, on est un Mhm. individu qui pense et qui veut transformer la société dans laquelle nous habitons. Donc, c'est pas On se fait sujet de sa pensée, de sujet de la pensée produite à propos de soi. C'est-à-dire que, exact. par exemple, un professeur de littérature dans une université africaine où il n'y a pas officiellement le champ africana, si cet enseignant veut quand même avoir, lui, une approche africana, comment il pratique? Par exemple, Elle existe déjà. Quand vous lisez des personnes comme Fabien Eboussi-Boulaga ou Angèle Berving, euh, en fait, c'était des philosophes, mais qui s'efforçaient de percer les réalités africaines. Donc, le hmm, mot africana, c'est peut-être un mot qui est un peu à la mode, mais en fait, c'est se penser par soi-même et à partir de son environnement pour fournir des solutions à nos problèmes. Les gens le font depuis les années 60-70. d'accord. Donc, on a forcément, et depuis longtemps, des enseignants africains qui ont une approche africana sans Tout à fait. nécessairement que cette terminologie soit en usage dans les établissements où ils enseignent. Alors, la question raciale est incontournable quand on approche les vécus afrodescendants. C'est impossible de pas toucher la question, la problématique de la race. Alors, d'après vous, comment la prendre en charge en Afrique? De quelle façon est-ce qu'elle concerne l'Afrique, cette question de la race? Puisque nous sommes, surtout en Afrique subsaharienne, dans des environnements où tout le monde, la majorité en tout cas, sont noirs. Comment prendre en charge ces questions dans de tels environnements? C'est une question très importante. En été, j'enseigne un cours qui s'intitule Introduction to Race and Ethnicity dans le contexte américain. Et plus j'enseigne ce cours, plus je me rends compte avec mes étudiants que le mot race, comme avait dit Toni Morrison, est une distraction qui nous empêche de travailler et de réfléchir. En fait, il ne s'agit jamais de la race en tant que telle. Il Hmm. s'agit de questions économiques, il s'agit de questions de genre, de questions de sexualité, de questions de pauvreté, des questions du rapport de l'humain à lui-même, à la nature. En fait, le mot race est un mot qui aplatit la complexité des défis auxquels nous sommes confrontés. Donc, quand on pense au mot race, on pense toujours à la question du phénotype. Mhm. Mais si on réfléchit à partir de 1492 et de toutes les transformations qui ont eu lieu sur le plan géopolitique et même au niveau de la production du savoir, on se rend très bien qu'il ne s'agit pas que de la race.
n'est-ce pas? Le commerce transatlantique, c'est un commerce qui a plusieurs composants. Certes, l'esclavage, mais il y a l'échange, il y a la circulation des individus. En fait, il y a tout un cadre socio-économique et géopolitique qui se crée. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique et de la race, il ne faudrait pas parler de la race en tant que telle, il faudrait parler de l'héritage colonial et des configurations dans lesquelles nous nous retrouvons. Qu'il s'agit de la manière dont nous sommes éduqués, comment est-ce qu'on enseigne l'histoire, qu'il s'agisse de notre rapport à la langue, qu'il s'agisse de nos frontières et de certains conflits auxquels nous sommes encore confrontés. En fait, ce n'est pas la race au sens du phénotype, ce sont toutes les complications qui naissent de ce qu'on appelle la race. Il ne s'agit pas de la race. On n'a pas réduit les Noirs en esclavage parce qu'ils étaient noirs. Ils ont été réduits en esclavage pour produire du travail gratuit pendant des années. L'Afrique n'a pas seulement été colonisée parce que les personnes étaient noires. C'était pour s'approprier les terres et les individus et les ressources. Donc, il y a tout un tas de conversations qui ne fait jamais partie de la vraie conversation, en fait, parce qu'on veut se focaliser sur la race. Et en Afrique, il y a la question de l'ethnicité, c'est-à-dire qu'il y a des peuples qui ont une histoire, qui ont des cultures, qui ont des civilisations, et qui étaient également écrits dans des rapports de force, qui sont des rapports humains, de dominant à dominé. Donc, comment est-ce qu'on fait la part des choses entre la conversation sur la race, entre guillemets, mais vraiment en déconstruisant cette notion de race. La race, c'est une distraction. Même entre Noirs, par exemple, on a beaucoup de difficultés, qu'on soit en Amérique ou en Afrique, à parler de la question de la classe sociale. Parce qu'il y a des questions de classe qui se posent en Afrique. Mais sur le plan occidental, la question de la race et la question de la classe souvent s'entremêlent. C'est la seule différence. Mais d'un point de vue global, vous allez voir que les populations d'ascendance africaine sont très mal loties, qu'elles se retrouvent économiquement, qu'elles se retrouvent en Occident ou qu'elles se retrouvent sur le continent africain. Vous voyez? Donc là, c'est des questions un peu plus complexes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est dans ce sens-là que je m'oriente actuellement. Les questions sur la race d'un point de vue ontologique, c'est intéressant, mais c'est paralysant et c'est déshumanisant. Parce qu'on n'a pas une relation avec une race, on a une relation avec un être humain. Et ce sont des rapports de force, ce sont des rapports de conflit, des rapports de domination, mais c'est une relation. Mais je Je suis pense consciente du bagage historique, ontologique du Oui, noir. bien sûr, on l'est tous. Une On l'est distraction. tous. Mais la question, c'était, voilà, pour commencer à défier un peu nos jeunes gens qui viendront sur, voilà, leurs habitudes de pensée et commencer à leur donner l'intuition, au moins l'intuition, euh, qu'on peut avoir une approche un peu différente de ces questions-là, surtout si on veut se réapproprier sa présence dans le monde. Alors, je pense qu'on a donné suffisamment envie à tout le monde de vous rencontrer, d'en savoir plus sur Nuances du Noir, qui est l'ouvrage que nous publions ici à Lomé. Mais vous avez mentionné tout à l'heure l'existentialisme noir. Qu'est-ce que c'est? L'existentialisme noir, en quelques mots. C'est une question très complexe. Exister, d'un point de vue étymologique, c'est apparaître. C'est la manière dont nous apparaissons, n'est-ce pas, dans le monde. Parce que finalement, vous l'avez dit tout à l'heure, en Afrique, tout le monde est noir, donc personne n'est noir. Donc, nous sommes des êtres humains. Mais la question du noir contrarie notre humanité, n'est-ce pas? C'est est-ce qu'on existe en tant qu'être humain ou est-ce qu'on existe en tant que noir? Qu'est-ce que c'est qu'être noir, en fait? Et c'est la complication qui naît entre le rapport à l'humain. On peut dire que le noir, c'est l'humain déshumanisé, mais qui se réapproprie son humanité. Vous voyez? Mais c'est très compliqué. Oui, Parce, c'est un processus. Alors, voilà. mais un processus, c'est que ça peut aussi être quelque chose qui se termine jamais. Est-ce que ça, est-ce qu'il y a Non, un aboutissement? non, ça se terminera. Ça pourra se terminer à partir du moment où nous pourrons avoir une certaine assise socio-économique. Par exemple, les gens parlent tout le temps des migrants.
Ça me fatigue Mm. quand on parle des migrants. Pourquoi est-ce que les gens partent de chez eux? En fait, et que représente le chez eux, le chez soi? Hein? C'est aussi quand même une question de l'humain, mais l'humain ancré dans des conditions matérielles. Mm. Et aujourd'hui, on Oui, voit que les conditions matérielles de l'existence des personnes d'ascendance africaine, de par de là, le monde sont très compliquées. C'est-à-dire qu'il y a toujours une forme de non-appartenance et d'exclusion, ce qui permet aussi aux gens de nous traiter n'importe comment. Je ne dis pas qu'ils ont le droit de le faire, mais il y a quand même cet héritage qui est à la fois ontologique, mais qui est aussi socio-économique. et même Si géopolitique. les géopolitiques, donc tous les rapports de dépendance, d'exploitation, donc je pense que tant qu'on n'aura pas réglé ces problèmes-là, on n'en finira pas. D'une certaine Bon, manière, c'est un processus. C'est un processus et nous sommes des êtres en devenir, donc on ne peut pas non plus plonger dans une forme de fatalité parce que tout ce que nous avons, c'est notre liberté. Elle ne se donne pas. elle ne se donne pas, c'est un très joli mot pour terminer ce court entretien. Donc, je vous donne rendez-vous le 29 juillet à Lomé, avec grand plaisir.